Alors, c'est pas tout à fait ça que je voulais partager. Est-ce que c'est bon? Oui, voilà. Attendez, j'ai bougé mon... Très bien. Alors, oups là. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Dominique Créziac. Je suis maîtresse de conférence en marketing, en sciences de gestion à l'Université Savoie-Mont-Blanc sur Chambéry-sur-Annecy. Et je suis également la coordinatrice scientifique de la chaire tourisme durable de la Fondation Savoie-Mont-Blanc. Alors, moi, je travaille depuis une vingtaine d'années sur des questions de consommation durable et aussi sur des questions de tourisme et de consommation outdoor. Et là, j'avais envie de faire un petit point quand j'ai été sollicitée pour parler d'innovation sur une forme d'innovation que l'on ne pense peut-être pas. Et c'est l'occasion de présenter, de faire un petit zoom sur un travail de recherche qu'on a mené autour des détournements d'usage comme facteur d'innovation dans le secteur de l'outdoor. Donc, c'est de ça dont je vais parler. Mais de façon plus globale, je vais aussi traiter un petit peu de la question de la place des usagers finalement et à quel moment est-ce qu'on les intègre ou pas d'ailleurs dans le processus d'innovation. Et l'idée que je voulais partager avec vous, c'est que à travers cet exemple qui est un petit peu extrême, là en fait on a un exemple typique du détournement d'usage. Alors qu'est-ce que ça veut dire le détournement d'usage? C'est quand un objet, un produit, un service et va être utilisé dans une façon qui n'est pas du tout jugée positive ou qui n'est pas forcément celle qui était attendue au départ ou qui avait été imaginée par les concepteurs, même par les propriétaires d'une marque, par exemple. Donc là, l'exemple que je montre, j'ai trouvé ces images sur le net, mais on en a pas mal parlé dans la presse, c'est quand des petits objets qu'on voit sur la photo autour du siphon pour faire de la chantilly, des petites bonbonnes finalement qui contiennent un gaz propulseur sont utilisées, sont détournées de leur usage de départ pour être utilisées à usage récréatif, illégal. Et on en trouve pas mal dans les rues, dans les villes, pour des usages qui n'étaient pas du tout prévus. Alors, l'objectif n'est pas de traiter de l'usage de drogue aujourd'hui, mais plus de dire d'interroger finalement la place des usagers et de leur créativité dans le processus d'innovation. Souvent, c'est présenté comme quelque chose de très positif, mais ça a parfois des effets secondaires, si je puis dire, qui ne sont pas forcément évidents à gérer. Alors, mon idée, pour reprendre un petit peu de recul, c'est que parfois, quand on parle d'innovation, si on demande à une entreprise de décrire son processus d'innovation et si on pose la question de l'innovation peut-être de façon plus courante, on va souvent le décrire comme un processus, malheureusement, qui est un petit peu top-down, c'est-à-dire l'entreprise avec ses services R&D, services techniques, commerciaux, etc., va innover. Et puis ensuite, les usagers vont adopter l'innovation. Mais on sait que pour être plus efficace, c'est toujours intéressant de faire rentrer à différents stades du processus d'innovation les usagers. D'abord pour avoir des idées, donc souvent on va les intégrer en amont, en observant des besoins, des difficultés, des usagers actuels, les tendances du marché. On va pouvoir mettre en place des procédures d'innovation ouvertes qui intègrent des parties prenantes. Alors, ça peut être des fournisseurs, ça peut être des services commerciaux, des clients, des usagers, pour essayer de faire remonter, de générer des idées. On peut engager des processus de créativité très spécifiques, comme le hackathon, auquel on va participer. Ça, c'est des formules aussi qui permettent d'avoir des idées, de faire générer, de rassembler des groupes, notamment d'usagers parfois, pour donner de la créativité. On peut également se lancer dans des procédures du type innovation par les usages, où on va bien voir comment nos usagers éventuels s'approprient, comprennent, améliorent le processus d'innovation. Et puis, bien entendu, en aval, il y a l'idée de tester les concepts à plusieurs étapes du processus d'innovation pour être sûr qu'on amène réellement une valeur ajoutée à notre marché, et puis des tests d'acceptabilité. Mais l'idée, c'est que dans la pratique,
la littérature montre que souvent l'usager, finalement, il est intégré de façon relativement tardive dans ce processus d'innovation, parce qu'il n'est pas toujours facile à gérer, en fait. Il est parfois il fait parfois pas exactement ce qui est attendu de lui. Alors, je vais là aussi faire un petit zoom sur une forme d'intégration des usagers dans l'innovation à travers ce qu'on appelle le Lead User Innovation, l'innovation par les utilisateurs pilotes. Donc, ça a été un grand mouvement dans la recherche sur l'innovation, avec l'idée qu'il y a des utilisateurs très en pointe, notamment dans le domaine informatique, mais aussi beaucoup dans le domaine de l'outdoor, qui vont finalement modifier les produits dans leur coin, qui vont bricoler, qui vont amener des améliorations par rapport à des besoins spécifiques qu'ils peuvent avoir et qui souvent annoncent le futur marché ou les futurs développements du marché. Et donc, il y a toute une littérature qui témoigne de ces collaborations finalement entre des marques et des fabricants et des usagers qui ont bricolé. C'est vraiment le mot qui est utilisé dans la littérature et c'est documenté par exemple depuis 1850 dans le champ de l'escalade. Donc, c'est vraiment pas du tout quelque chose qui est récent et qui a trait au… donc là, ça portait sur des mousquetons, des harnais, des sacs, des chaussures, etc., etc. Ça a été aussi vraiment beaucoup documenté dans le domaine de l'outdoor, sur le marché du kitesurf, sur la marche ultra légère, etc., etc. Mais souvent, cette approche-là, d'observer des quelques utilisateurs experts, très innovants, et c'est présenté dans une logique collaborative plutôt positive. Ce serait positive pour les marques, c'est positif aussi pour ces utilisateurs qui ont des besoins particuliers, et en collaborant avec les marques, finalement, ils arrivent à des solutions qui leur conviennent mieux, qui sont mieux adaptées à leurs besoins, et finalement, c'est des stratégies plutôt gagnant-gagnant. Alors, notre rôle en tant que chercheur, c'est de regarder ce qui n'a peut-être pas encore été traité. Et dans le cadre d'un projet de recherche dont je vais vous parler dans un instant, on a travaillé la question des détournements d'usage. Donc, c'est une version un petit peu plus sombre finalement de l'innovation par les utilisateurs pilotes, en disant il arrive que l'usage ne soit pas prévu. Parfois, l'usage il est même contrevenant. On parle parfois de dissidence. Dans le milieu de l'outdoor, on appelle ça des dissidences récréatives, qui se passent en tout cas sans la collaboration des marques. Et il faut voir que ces innovations, ces nouveaux usages, ils ne sont pas toujours très bien accueillis par le marché, ni par les marques, qui voient parfois une utilisation donc contrevenante, interdite, peut-être dangereuse, surtout qui ne rapporte pas beaucoup d'argent. Et finalement, le marché, peu à peu, est forcé de s'adapter. Alors, je vais vous montrer deux exemples emblématiques et puis un modèle qui permet de réfléchir un petit peu à tout ça. Alors, un modèle, ce n'est pas le modèle sur lequel on a travaillé, mais c'est le modèle qui nous a inspirés. Vous vous souvenez, alors là aussi, je suis obligée de le dire, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je ne sais pas si ils sont nombreux face à moi. C'est le fameux feuilleton à épisode des échanges de fichiers musicaux pair à pair. L'idée, c'est que finalement, les évolutions du secteur de l'informatique ont permis à des gens assez doués en informatique de s'échanger comme ça entre eux des fichiers musicaux. Et ce qui était au départ une pratique tout à fait marginale, comme peut-être certains qui ont mon âge ont fait quand ils étaient jeunes en s'échangeant des cassettes, là j'ai vraiment dit un mot de l'histoire, eh bien, quelque chose qui était au départ très marginal, finalement, aidé par des évolutions technologiques, va devenir de plus en plus facile. Et c'est une pratique contrevenante qui va s'étendre au point que ça commence à inquiéter les maisons de disques parce que leur modèle économique est basé sur la vente de DVD et de CD, donc de produits physiques. Et là, en échangeant des fichiers musicaux pair à pair, eh bien, on détourne l'usage de l'informatique. Normalement, ce n'est pas fait pour ça. Et on menace finalement un modèle économique traditionnel des circuits de vente de la musique. Donc, les marques et les institutions commencent à réagir, tentent de réglementer ce marché-là pour empêcher ces pratiques-là avec les lois, une série de lois qui s'appellent Hadopi et qui vont tenter d'abord de faire prendre conscience aux usagers qu'ils font quelque chose d'interdit
et puis de les sanctionner éventuellement. Et ce qui va se passer, c'est que d'abord, cette réglementation, c'est un échec relatif et que finalement, ces innovations par détournement d'usage vont conduire sur le secteur de la musique à une refonte complète des business models, c'est-à-dire que finalement, les maisons de disques ne vont plus, et les artistes musicaux ne vont plus gagner de l'argent en vendant des CD, mais finalement avec des nouveaux business models du type abonnement, Spotify, etc. Donc, ça voit aussi l'émergence de nouveaux acteurs sur le marché qui n'étaient pas du tout prévus et une réorientation des investissements pour les artistes vers le spectacle vivant. Donc, ça a insufflé, par exemple, beaucoup d'argent dans les milieux des festivals. Donc, je suis la première à m'en réjouir parce que j'aime beaucoup ça. Mais c'est sûr que c'était au départ pas du tout prévu. C'est un processus qui a dépassé le secteur musical et qui a conduit à vraiment une profonde refonte des orientations stratégiques dans ce secteur. Donc, ce n'est pas du tout anodin, ces détournements. Alors, tous n'ont pas les conséquences structurelles et industrielles de celles-là, mais ça vaut le coup quand même de les regarder. Alors, j'en viens à l'exemple qu'on a étudié de façon un petit peu plus précise et qui est, ça je le montrerai peut-être un petit peu après, qui est la question d'un détournement d'usage que vous avez tous vu si vous êtes des pratiquants ou des visiteurs assidus des stations de ski. C'est le développement sur une dizaine d'années de la pratique du ski de rando en station. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une pratique qui existe depuis pas mal de temps, mais qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années et qui finalement, pour nous, peut être interprétée comme un détournement d'usage du lieu, parce que cette innovation, on pourrait l'interpréter comme un triple contresens. C'est à contresens, c'est en ça que ça nous intéresse en tant que chercheurs, c'est un contresens de la pratique traditionnelle du ski de randonnée. Quand je dis contresens, ce n'est pas un jugement de valeur, ce n'est pas du tout l'objet de notre recherche. En tout cas, c'est à contresens de la pratique traditionnelle du ski de randonnée, qui normalement se fait loin des stations, loin des foules. C'est à contresens de l'usage des lieux. Les stations de ski alpins, normalement, sont utilisées, en tout cas les pistes, sont utilisées à la descente. On monte de façon mécanisée et ensuite on descend en glissant. Et là, ce n'est pas du tout ça qu'il est en train de se passer. Troisième contresens, eh bien finalement, les stations de ski qui se présentent comme des acteurs très innovants, qui cherchent tout le temps à comprendre l'expérience vécue de leurs visiteurs et à innover pour répondre à leurs attentes, finalement se voient dépassés par ce détournement d'usage et finalement n'accueillent pas très bien cette innovation qui va à l'encontre de leur processus d'innovation où eux réfléchissent, proposent et finalement les touristes utilisent. Alors, je vous montre juste une petite photo assez frappante. C'est une photo qui a été prise par une de mes collègues, Véronique Régnier. C'est un projet qui a été soutenu par le LABEX Innovation et Transition en territoire de montagne. Photo qui a été prise à Champs-Rousse en novembre, avant le Covid. Et finalement, on a l'impression que la station est ouverte, mais non. La station n'est pas ouverte, il n'y a que des gens qui sont montés en ski de rando, un petit peu en raquette, mais surtout en ski de rando. Même le bar qu'on voit sur la photo n'est pas ouvert. Donc, on est vraiment dans un usage détourné de ces lieux qui sont aménagés. Vous voyez, les pentes, elles avaient déjà été préparées par les techniciens de la station. Et ça pose évidemment de réels problèmes. Alors, quand on analyse, l'objet n'est pas de vous faire court sur le ski de rando, mais juste de bien comprendre ces mécanismes-là. On s'aperçoit finalement que sur ce ski de rando, il y a plein d'innovations qui sont en train de se passer entre trois pôles, des produits, des usages et des pratiquants, et puis des lieux. Alors, les dynamiques, elles ne sont pas du tout les mêmes. En fait, ça démarre, si on peut dire, avec beaucoup d'innovations produits, des produits beaucoup plus légers, beaucoup plus résilients, qui permettent d'avoir des bonnes qualités de descente, un allègement des produits. Donc, ça date déjà d'une vingtaine d'années. Et cette innovation, cet ensemble d'innovations produits vont faciliter des pratiques émergentes et renouvelées du ski de rando qui va sortir d'une vision un peu traditionnelle pour aller vers du ski alpinisme, pour aller vers du free rando. Donc, il y a vraiment une émergence de tout un tas de pratiques nouvelles. Et il y a effectivement une innovation par détournement d'usage. Parfois, on parle de hacking, donc de piratage des lieux. C'est-à-dire que des lieux qui n'étaient pas utilisés pour du ski de rando vont être finalement utilisés en douce, le matin, le soir,
parfois en pleine journée, en marge des pistes, en tout cas dans un usage qui n'est pas du tout prévu. Et on va... Ah ben, je n'avais pas vu qu'il y avait une animation, excusez-moi. On va finalement, quand on observe ce qui se passe au niveau des stations, on va assister à des réactions assez graduelles, mais dans un premier temps, les stations vont être extrêmement défensives vis-à-vis de ces acteurs-là, en essayant de canaliser donc, ces contrevenants pour des raisons tout à fait justifiées de sécurité, mais aussi d'usage gratuit du domaine skiable, ce qui n'est pas vraiment le bienvenu. Donc, il va y avoir une réglementation qui est mise en place, il va y avoir peu à peu des aménagements dédiés qui vont se mettre en œuvre, mais dans un premier temps pour canaliser. Et puis, peu à peu, un certain nombre de stations un peu plus innovantes que les autres vont décider, et puis mieux positionnées sur ces questions-là, vont décider d'intégrer ces aménagements dans une perspective peut-être de différenciation. Je pense à une station comme Arèche-Beaufort que vous connaissez. Et peu à peu, finalement, on va voir se développer énormément de ces itinéraires balisés sur les domaines skiables qui vont en 5 ans passer de 4 ou 5 en France à 180 à la fin 2021. Donc vraiment un développement absolument exponentielle de ces innovations, pour le coup, mises en œuvre par les stations, mais vraiment dans une logique de réaction. Elles y ont été obligées, et nous, on les a observées sur plusieurs années, et elles ont commencé par beaucoup essayer de limiter cet usage pour finalement l'embrasser en voyant qu'elles ne pouvaient plus lutter contre ce type d'usage-là. Et ça a donné lieu également à tout un tas de réflexions autour de l'avenir des stations de ski, de la transition, des possibilités peut-être de re-réfléchir à l'extension finalement de ce qu'on a appelé du domaine de la pente, c'est-à-dire que finalement à travers leur usage détourné, ces skieurs de randonnée qui sont allés sur des domaines skiables, ils ont finalement révélé aux stations qu'il y avait un usage intéressant, qui avait de la valeur, de la montée aménagée, mais pas uniquement de la descente. Donc, on peut aussi imaginer, ça ouvre des tas de perspectives sur les extensions spatiales. Il y a des domaines skiables qui réfléchissent à se connecter entre eux avec des itinéraires balisés. On peut aussi imaginer une extension temporelle des usages des domaines skiables en ouvrant avant, en ouvrant après. Et bien entendu, ça renvoie à une refonte probablement du modèle économique de la station, puisque ces usagers-là n'utilisent pas d'habitude de forfait de ski. Donc là, on n'a pas du tout de réponse sur quel va être le modèle économique de ces pratiques-là, mais en tout cas, ça remet en question, ça réinterroge, ça oblige à innover sur les questions de quelle est l'expérience ski en station, comment on réimagine notre modèle économique. Est-ce qu'on doit faire payer le parking, mais la montée est gratuite? Est-ce qu'il y a des espaces libres, des espaces aménagés sur lesquels on fait payer un accès à la nature? Ce n'est pas du tout évident. C'est aussi des innovations, là pour le coup, organisationnelles qui ne sont pas du tout évidentes pour l'instant, mais qui en tout cas alimentent la réflexion sur la transition et sur l'innovation dans le domaine de l'outdoor. Alors, on s'est mis à un certain nombre d'auteurs pour réaliser un bouquin sur ces questions-là, pas uniquement sur le détournement d'usage, mais en tout cas sur les évolutions du ski de randonnée. Et voilà, ça pourra faire une très bonne lecture de printemps. Voilà. Alors, j'essaie de tenir mon temps, je ne me rends pas bien compte, je crois que je suis à peu près dans mes temps. Je ne vais pas rentrer dans le détail d'une analyse plus théorique, mais je voudrais conclure finalement à travers ces exemples-là en montrant que c'est toujours utile, quand on est sur un secteur, d'aller regarder les pratiques marginales. Qu'est-ce que j'entends par marginal? Ce n'est pas obligatoirement contrevenant ou illégal, mais des frémissements, des choses qui se passent à la marge, une créativité qui existe, même si elle ne représente pas de gros volumes, elle va être vraiment source d'inspiration, même si dans un premier temps, on peut se dire « Ah, ce n'est pas du tout une bonne idée ». Ce n'est pas du tout une bonne idée, souvent parce qu'en fait, on ne sait pas comment capter la valeur. C'est-à-dire que les maisons de disques, dans mon exemple de tout à l'heure, ce qui leur posait problème avec l'échange de disques, ce n'était pas que des gens aient envie d'écouter de plus en plus de musique, ça c'est une très bonne nouvelle pour le secteur, mais ce qui leur posait problème, c'est que leur modèle économique n'était pas adapté pour capter cette valeur-là. Et qu'il a fallu complètement repenser. Et honnêtement, ce n'est pas du tout évident. Et on comprend bien que l'industrie du disque ait voulu résister parce que ce n'est pas évident de décréter comme ça qu'on doit changer de modèle économique.
On l'a vu à travers l'exemple du ski de rando. L'envie de montagne, l'envie de donner de la valeur à la pente montante pour une station de ski, ça serait une bonne nouvelle de façon générale. Ce qui pose problème, c'est qu'on ne sait pas comment capter cette valeur. Mais là, on est plus peut-être dans un problème d'innovation organisationnelle, d'innovation de business model, plus que dans un modèle d'innovation sur quelles sont les activités qui vont prendre, quelle nouvelle offre quelles nouvelles activités, quelle diversification innovante on pourrait proposer à nos clients. Donc, il ne faut pas se tromper d'ennemis, entre guillemets, ou d'obstacles dans ces éléments-là. Et je conclurai avec des innovations dont on a eu l'occasion de parler dans des projets de recherche précédents et qui finalement ont aussi bouleversé leur secteur d'activité. Je pense là aussi au couchsurfing. En 2007, un collègue était venu parler de ce mouvement du couchsurfing et il y avait là face à nous des professionnels de l'hospitalité, de l'hôtellerie qui disaient oh, ça va pour des étudiants, mais franchement, c'est vraiment, ça n'a aucun avenir. Et oui, ça n'a aucun avenir, mais en fait, c'est devenu Airbnb. Alors, il y a eu des transformations, mais en tout cas, il y a une version payante du fait, du fait d'aller dormir chez des gens, de voyager en allant dormir, non pas dans des institutions prêtes pour ça, mais chez des gens qui allaient prêter leur sofa, c'était le principe du couchsurfing. Ben là, on a une version payante avec Airbnb. Pareil, le vide-grenier, qui paraît quelque chose de tout à fait anodin. Finalement, il y a eu des versions qui sont en train de bouleverser le marché de la mode, qui sont alors d'abord Le Bon Coin, mais aussi Vinted, par exemple, et qui ont des effets retour sur la valeur des marques, par exemple. Donc, voilà, ma conclusion, c'est il y a des signaux faibles, il y a des gens qui ont l'idée d'utiliser autrement des choses qui existent déjà. C'est vecteur d'innovation et c'est très dommage d'en avoir peur. Il vaut mieux s'en inspirer parce que dans certains cas, on ne pourra pas lutter contre cette innovation qui arrivera, qu'on le veuille ou non. Voilà. Super, bravo, merci beaucoup Dominique. Avec plaisir. Je vais arrêter de partager. Oui, volontiers, comme ça on peut se voir pour la session questions-réponses. N'hésitez pas à allumer votre micro, prendre la parole ou écrire dans le chat si vous avez une question. Je ne sais pas si ça appelle des questions, hein, c'est peut-être pas… Des questions ou des réactions, hein, si vous avez… N'hésitez pas. Donc, je ne conseille pas, je voudrais bien qu'on le sache bien, que je ne conseille pas de détourner l'usage des petites flacons de protoxyde d'azote. Hein. Je ne le présente pas là pour en faire la promotion. Chacun est grand et fait comme il veut. Super, c'était beaucoup d'informations, donc je pense que… Oui, c'est peut-être un peu dense. Hein. C'est très inspirant en tout cas, et merci. Merci Dominique. C'était un petit peu ça la commande. Je me suis dit, oui. bon, voilà, on donne des exemples et puis après, on voit si ça donne des idées. Oui. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut passer gentiment à la suite. Je vais repartager rapidement mon écran pour quelques minutes.